Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e podcast du Forum 24 secondes. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 16 mai, les derniers matchs NBA se déroulent, pour la plupart sous nos yeux en ce moment. Et c'est le moment de faire le bilan, de faire les awards. Il reste qu'un seul match pour les équipes cette nuit. On a décidé de le faire maintenant parce que par rapport au calendrier après pour tout le monde, c'est pas très arrangeant. Mais c'est pas grave, hein, la plupart des trophées, je pense que sont décidés, même tous sont décidés, que c'est pas le dernier match qui va tout changer. Au programme aujourd'hui, donc les awards, pas de quickfire ni de quiz NBA cette fois, parce que le quickfire c'était pas très important vu qu'on est sur vraiment toute la fin de saison et que de toute façon la moitié des matchs, on va pas se mentir, il y en a 1 sur 2, c'est avec les remplaçants des remplaçants. Et que le quiz NBA, comme on a déjà fait une émission sur les MVP, j'avais déjà un peu épuisé quelques questions et j'en voyais pas spécialement l'intérêt. Honnêtement, je me suis dit qu'on allait peut-être avoir un débat plus long aujourd'hui, puisqu'on va couvrir les 6 trophées NBA qui sont MVP, coach de l'année, Most Improved, défenseur de l'année, 6e homme et le rookie. Donc je pense qu'on aura assez de débats et de contenu pour vous satisfaire sur une petite demi-heure. Comme d'habitude, toujours mes 3 comparses habituels, Réa, Pop et Doc. Bonjour les gars. Et à toi, salut. Vous allez bien? Tout va bien? Ça va, ça va. Nickel. On sent l'enjouement, on sent les playoffs qui arrivent là, c'est la folie dans le podcast, hein, vous voyez. Sans transition, sans faire de blabla, hein, on va attaquer direct dans le vif du sujet. Je vais commencer avec peut-être, je pense, le trophée qui devrait faire l'unanimité. Alors, le trophée de 6e homme de l'année. Je vais lister les principaux candidats au trophée. Donc, on a les 2 joueurs de Utah, Jordan Clarkson et Joe Ingles. À Toronto, Chris Boucher est éligible. Jalen Brunson du côté de Dallas. Peut-être Terence Ross, Shake Milton, peut-être même Montrezl Harrell, voilà. C'est un peu la liste des candidats. Je vais laisser la main à Pop en premier. Pop, qui est ton 6e homme de l'année? Alors moi, mon 6e homme, comme la plupart des gens, je suppose, c'est Jordan Clarkson, qui souffre pas trop de débat à mon sens. Il a eu une légère baisse de forme, mais en règle générale, il a été plutôt régulier et très bon tous les soirs dans la meilleure équipe de la ligue pour l'instant. Ouais, Ces derniers matchs. Ouais, je pense que c'est un peu le... Tout le monde est d'accord, Jordan Clarkson, vous avez le même? Oui. Oui. Ouais, voilà. Avec une petite mention pour Ingles, mais... Voilà, je serais pas étonné qu'il fasse 1 et 2, honnêtement, hein, en vrai, dans les votes. Je pense aussi, ouais. Je pense que, ouais, Jordan Clarkson, il souffre pas trop de concurrence, un peu le trophée qui ravite, donc 18 points par match, 4 rebonds, 4 passes, pardon, pas 4 passes, 4 rebonds et 2,5 passes. 4 passes, ce serait bien étonnant de Clarkson. Un rythme de 3 points assez phénoménal cette année, hein, 9 tentatives, 34% de réussite. Lui qui était pas, qui a jamais été un grand shooter, mais j'avoue que 9 tentatives par match, il a quand même sacrément allumé cette année. Voilà, c'est le pétard ambulant depuis quand même quelques années, hein. Je crois qu'il était titulaire au début avec les Lakers, mais sinon il est passé vite sur le banc. Pas trop de concurrence, de la tête et des épaules dans la meilleure équipe de la ligue, quoi. Voilà. De toute façon, en même temps, ce genre de joueur, c'est là qu'il est le mieux, hein, en 6e homme. En tout cas, moi, je veux pas faire ce genre de joueur en 6, 7e homme quand titulaire. Oui, c'est un scoreur fou, ça a sa place sur le banc en 6e homme, comme depuis, ça a toujours eu sa place dans ce rôle. Ouais, dans la lignée des Lou Williams un peu au final, même si un peu moins créateur, je pense. Voilà. Sans doute un peu plus efficace aussi. Faudrait vérifier, mais l'impression que j'ai eue cette année, plus efficace qu'un Lou Williams ou d'autres qu'on a pu voir par le passé. Il a fini à 42% au final quand même au shoot. Ok. Mais il était parti très chaud, il me semble, hein. Si je me souviens bien, au début de l'année, il était parti très chaud. Et bon, après c'est parti un peu en cours. Il faut dire qu'on est quand même sur 16 tirs en sortie de banc sur 27 minutes, hein. C'est assez énorme. 33 tirs contre les Warriors là il y a pas très longtemps, je crois, si je me souviens bien. Bon voilà, c'est c'est le shooter fou par exemple. Ouais, 33 tirs, 16 sur 33, 41 points, 0 passe bien évidemment. Ouais, bon c'est Clarkson quoi, c'est pas le plus grand passeur de la planète, hein. Je pense que on a vu mieux. Donc il a une sacrée tunnel vision, quoi. Ouais, c'est un scoreur, quoi.
Clairement, le mec, il est là pour mettre des paniers et rien d'autre. Et c'est tout ce qu'il a envie de faire, c'est mettre des paniers et rien d'autre. Voilà, après, s'il s'éclate dans ce rôle-là, tant mieux. C'est Ah, c'est ça. vrai qu'après, perso, j'ai une préférence pour un profil plus à la Ingles, qui est plus collectif, mais ça, c'est des questions de goût personnel. Donc voilà, Jordan Clarkson est notre 6e homme de l'année. Et il sera très certainement le 6e homme de l'année de la NBA. On va passer à un deuxième trophée. Je ne pense pas qu'il souffre de grands débats non plus. Le défenseur de l'année. Réa, tu nous proposes? Moi, je propose Rudy. Ah, Rudy Gobert, ouais. Je sais que il y en a beaucoup qui vont plutôt être Embiid, mais Rudy. Rudy, est-ce que quelqu'un... Vous avez quoi les gars? Pop, Doc? Vous avez pareil? Moi j'ai Rudy. Moi là-dessus, j'ai un Sixers. Ah. Vas-y, Pop. Moi j'ai Rudy de même. Ok, j'avais pas entendu. Non, ouais, c'est là où j'ai dit, c'est ma mention troll table. Mais sinon, en vrai, c'est Simmons ou Embiid au choix, peu importe. C'est pourquoi, bah, tout simplement, moi cette saison, il n'y a pas il n'y a pas vraiment une équipe au-dessus du lot comme on a pu voir les Warriors ou les Bucks ces dernières années. Donc j'ai dispatché les trophées entre les équipes qui ont globalement dominé. Et donc le Jazz avec le 6e homme, j'ai pas un peu moins considéré Rudy. Ouais, moi je suis parti sur Rudy Gobert aussi. J'ai envie de dire que la diff se fait juste peut-être au bilan à la fin. Parce que... Alors Miles Turner était un bon candidat pour moi. Malheureusement, il a loupé vraiment trop de matchs là, à la fin. Blessure, c'était mort. Mais sérieux candidat. Et après, ouais, moi je balançais peut-être comme pas mal de gens avec Ben Simmons. Parce qu'il fait quand même une sacrée saison défensivement. Mais je sais pas, je pense un peu kiff-kiff entre les deux dans des styles différents. Hein. Gobert Ouais. la tour de contrôle et Simmons sur les extérieurs. Enfin, même à l'intérieur s'il a envie, mais surtout dans un rôle polyvalent. Euh, Après, Simon souffre peut-être un peu aussi du fait qu'il y ait Embiid ouais, il y a dans la bah, même équipe qui a aussi une tour de contrôle défensive, et donc on voit moins bah, son travail à lui, parce qu'on se dit, ah bah tiens, c'est Embiid, déjà il y a quel travail défensif sur cette action. déjà il y a Embiid et même comme Doc il a dit c'était un peu ça son troll, mais il y a Tybalt à côté qui impressionne à chaque fois qu'il met un pied sur le parquet. Pareil, enfin, il y a du gros défenseur, peut-être pas autant effectivement à Utah. Après même de manière générale comme tu dis Embiid il fait qu'on voit pas trop Simons. De toute façon, c'est le poste de pivot c'est pour ça que de toute façon c'est toujours les pivots qui gagnent. Hein. C'est parce que pivot c'est au centre de tous à la fin de l'action souvent. C'est plus flashy que l'extérieur. Il y avait un vrai débat hein, quand même parce que Rudy Gobert il s'est pas mal fait bâcher à quelques occasions au cours de l'année. Hein. Jokic qui mettait quelques mixtapes quand il fallait contre Utah, ça a pas joué dans sa faveur. Même Simons d'ailleurs qui lui avait mis Simmons, une... même Embiid, c'est un petit peu le truc qui tâche pour lui. Ouais, c'est le truc qui tâche je pense aussi, mais comme peut-être pas d'autres Moi, je pense candidats. Ah, attention, Jokic, à qui il a pas mis une mixtape? Ouais, mais là je crois il Ouais, lui mettait surtout pas vraiment très sur sale. Gobert en fait. Non, c'était sur Favors. C'est Favors qui était envoyé. C'est Ouais. Favors qui était envoyé, mais en seconde mi-temps quand il a été dessus. Après là c'est le dernier Utah Denver d'il y a quelques jours, je crois où Gobert fait un bloc très important c'est sur Jokic justement à la fin Oui, du il match. fait un bloc sur un hook shoot. Il fait un bloc sur un hook shoot et ça fait 3 points derrière pour Utah et en gros le match est fini, ouais. Il a remis le Qui disait d'ailleurs que il comprenait même pas comment il avait pu contrer un hook shoot. Ouais, il est beau le contre est très beau hein. Je pense que Superbe. il a mis la main sur le depoy notre ami Rudy. Bon, je sais pas ce qui va se passer Moi, en si vrai. Hein? si je peux rajouter quelque chose, Oui, vas-y. moi je pense que le véritable concurrent à Gobert, plus que Simon, c'est Adebayo. Parce qu'en termes d'impact défensif, il est un peu en dessous de Gobert, mais à mon sens, il est assez au-dessus de Ben Simmons. Ouais. Et il coche lui aussi la question de la polyvalence, peut-être même plus que Simmons finalement, parce qu'il est plus capable de défendre sur des intérieurs plus lourds, plus classiques que Simmons, et il est tout aussi capable sur Sur les les 3, extérieurs. les 4, les 2 un peu moins en revanche, mais bon. Mais Et s'il il risque y a de aussi jouer des stats qui con- ressortent très souvent, c'est les pourcentages des joueurs contre Adebayo, qui sont très très faibles à chaque fois. Hein. C'est vraiment, on la voit une fois sur deux sur un match du 8, il y a un pléthore de très bons joueurs qui sont à 30% en face à face contre Adebayo, c'est assez impressionnant. qui risque quand même de jouer contre Adebayo, c'est que, enfin c'est mon avis, hein. Il était blessé en début de saison, Butler aussi. Quand il est revenu, il y a eu un petit mieux, c'est pas ouf. Et quand Butler est revenu, il y a eu un gros mieux. Donc, pas mal de votants peuvent se dire, ouais, ok, il défend bien, mais il est pas assez valuable pour être un Depoy. Ouais, il est pas dans la course à cause du death rating, tout simplement. Quand je regarde.
Ouais, 117 pour le hit, grosso modo. Enfin, les deux meilleures défenses à égalité, c'était les Sixers Lakers. Mais on verra après les matchs de cette nuit lequel finit premier. Ensuite, tu as le Jazz qui est pas loin, Knicks aussi. Et après, c'est vraiment trop loin les autres teams à mon goût là-dessus. Ouais, il a. Après, je suis d'accord que Adebayo est un très 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 bon défenseur, hein. On le voit en playoff tous les ans, on le voit en saison régulière aussi. Mais ouais, contre lui cette année, ça va être le bilan et malheureusement les stats, hein, au final, parce que c'est un très bon défenseur, mais c'est pas un défenseur qui stat et voilà, ça reste un trophée, un peu de stats entre guillemets. On est sur un steal, un bloc par match, c'est peut-être trop minime. Pour un intérieur, pour un pivot, c'est un peu trop minime. Mais dans le futur, c'est pas un problème après, hein, sur sa courbe de progression. En tout cas, on est quand même d'accord pour dire que c'est un très bon défenseur. Moi, je l'ai dit au début, mais je pense qu'à terme, Miles Turner, peut-être que, parce que cette année, mine de rien, la défense d'Indiana, là, ça. En fait, là, le defrating d'Indiana a coulé de toute façon. Mais déjà, le on-off Turner, il était monstrueux en défense. Et pour le coup, lui, ses stats, elles étaient assez dingues, hein. Il partait sur 3 blocs et demi par match pendant toute la saison. Dommage qu'il ait fini complètement blessé et que Indiana ait plongé. Mais je pense aussi que c'est un nom qui peut revenir souvent dans la course. Attends, tu m'étonnes, c'est celui qui défend en Pacers. Ah, Ils en ont eu marre, il s'est blessé, quoi. bah, ça a vraiment plongé, hein, sans lui. Déjà en saison, quand il était bleu, en bonne santé, on voyait la différence. Mais peut-être que lui, il va manquer de rebond à terme parce que c'est pas un grand rebondeur. Mais son influence défensive était quand même extraordinaire. En tout cas. Après, les Pacers, ça a plongé sur lui et sans Brogdon aussi. C'est Oui, mais un facteur gravant quand même. mais Et sans Warren un peu plus tard. voilà, globalement, ça a plongé avec tout le monde. Mais défensivement, déjà, ça avait plongé dès que Turner était off, quoi. Défensivement, dès qu'il n'y avait plus Turner, ça coulait. Et après, ouais, les blessures à droite, à gauche. Enfin, Indiana, je pense qu'ils ont peut-être un peu plus de problèmes en interne, surtout que là, plutôt que les blessures des joueurs, hein, vu comment l'ambiance a l'air bien à chier apparemment dans le vestiaire. Non, puis même quand tu regardes leur bilan, c'est bizarre. Ils ont vécu une saison bizarre. À part le Magic, c'est la plus mauvaise équipe à domicile. Non, mais ils ont une saison très bizarre, les Pacers, à tous les niveaux. Alors qu'à l'extérieur, ils sont une hécatombe. à l'instant T meilleurs que les Nets. Ouais, mais Les Sixers. je pense que leur bilan, ouais, il est impossible à décrypter avec toutes les blessures qu'il y a eu à droite, à gauche et tout. Oui, je suis d'accord. C'est complètement fort. Même les Nets, en vrai, c'est con, mais tu vois, ils ont tellement reposé de joueurs à droite, à gauche et tout. Non, mais pauvre. Voilà, ils sont en 20-15 à l'extérieur, les Sixers sont en 20-16. Par contre, à domicile, ils sont en 13-23, bah, comme les Cavs. Putain, 13-23, ça fait mal quand même. Ça tâche. Ça tâche quand même. Avec quand Brissett doit jouer 25 minutes par soir, c'est compliqué quand même. Et 25 minutes, t'es gentil, franchement. Il a quand même joué quasiment 35 pendant un moment. Enfin voilà. Et blessé en plus. Et blessé. Rudy Gobert, Deepoy du podcast, et peut-être Deepoy dans la vraie vie. On lui souhaite également. Enfin, moi je lui souhaite, je ne sais pas vous, mais moi je lui souhaite. Alors on va passer au coach de l'année. Alors coach de l'année, la liste des prétendants, on en a beaucoup, hein. Snyder au Jazz, Monty Williams aux Suns, peut-être Thibodeau Knicks, peut-être que quelques fous oseraient mettre Tyronn Lue aux Clippers, sait-on jamais. Doc, dis-moi, qui est ton coach de l'année? Monty Williams, c'est le seul trophée où j'ai pu mettre un Suns, donc je l'ai mis là. Monty Williams avec son assistant Chris Paul. Ah bah, assistant, franchement, à égalité au poste de coach, hein. Ça. Les Suns, ouais, je pense que c'est un des plus gros candidats aussi pour le trophée. Pop, d'accord avec Monty Williams? Ouais, j'ai Monty Williams aussi. Ouais, bon, j'avais pas de doute sur ton Monty Williams, hein. Vu le lobby Suns de Pop depuis quelques mois, aucun doute sur le fait que tu le donnerais à Monty Williams. Réa, t'es parti. Le lobby éclairé au final. Hein. Tu disais quoi? Le lobby éclairé au final. Ouais, le lobby éclairé, oui. C'est sûr qu'à côté de tous tes lobbies ratés, il fallait bien qu'ils t'en réussissent. Hein. Alors, sinon, pour mon cas, je pense que la NBA va le donner à Quinn Snyder ou éventuellement Monty Williams, en effet. Mais perso, Thibodeau. Et ben, on va être deux parce que moi j'ai Thibodeau aussi. Et Dieu sait que je suis obligé de la reconnaître. En début de saison, je me suis dit, quand les Knicks l'ont pris, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout? Il est cramé. Et j'ai jamais eu aussi tort, j'ai jamais été aussi content d'avoir tort parce que j'adore ce club.
Moi, je suis agréablement surpris aussi parce que bon, j'avais pas spécialement d'a priori, mais c'est vrai que je savais pas à quoi m'attendre à New York. Mais d'ailleurs, je pense qu'il a un vrai shot hein, IRL, hein, parce que New York, c'est quand même c'est bling bling, c'est le retour des playoffs et tout. Je demande à voir, même si je Ah, pense puis surtout les Knicks et Thibodeau, il n'y a pas plus antinomique. la storyline est belle et c'est vrai que la manière avec laquelle il a tiré son groupe vers le haut et tout. À Tu une vois, place auquel on l'attendait pas. Moi, je suis impressionné et j'en fais mon coach de l'année aussi, perso. alors, clairement, les Knicks sont un petit peu en retrait des autres équipes, mais qui aurait mis les Knicks quatrième en début de saison, même pour la blague? Je sais bien que c'est l'Est, hein, mais tout le monde, que ce soit nous, que ce soit Trash Talk, que ce soit n'importe quelle émission de basket sérieuse, te mettait les Knicks en 14 ou 15. Bah, je vois déjà mettre les Minix en playoff. Je pense que c'était pas. Rien que les mettre en play-in, il fallait déjà les avoir bien accrochés. Mais alors, venir sortir à l'aise, son quatrième avec un bilan positif de 41-31, fallait tenter. C'est un beau travail en plus pour un roster qui n'a pas changé fondamentalement d'une année à l'autre. Hein. Ah bah oui, il y a toujours la moitié du roster qui est à peine bon pour la G-League, mais... C'est la moitié qui joue pas, c'est pour ça qu'ils jouent à 8. Exactement. Oh, même s'ils avaient le niveau, ils joueraient pas, hein, ça reste Thibodeau. Même si, je reconnais, il y a un petit effort fait là-dessus de sa part aussi, et ça mérite d'être relevé. C'est moins n'importe quoi dans ses rotas, il use moins, enfin il use moins ses joueurs. On dit toujours, il fait beaucoup jouer, bah, cette année, il n'y a pas beaucoup plus de temps de jeu au Knicks que dans les autres équipes. Non, je pense qu'il a compris ses points faibles, donc voilà, pour moi, c'est vraiment lui le coach de l'année. Alors, comment on va faire on est à 2-2, on peut même pas tirer de favori. Qui sera le coach de l'année du podcast du coup? Bah, moi je dirais Co-gagnant? co-coach of the year, ouais. Co-coach of the year? Y a pas quelqu'un qui veut flancher vers Monty Williams ou vers Thibodeau là en plus? Moi, je flancherai pas, hein. Tu Après, flancheras pas? c'est avant tout une histoire. Bah, c'est la belle histoire. Donc, c'est sûr que Thibodeau, le Pingouin, Gotham et tout, c'est cool. Ils ont surpris tout le monde, mais les Suns, pareil. Franchement, bah, tu regardes sur le forum les annonces de début de saison. Bah, pour le coup, c'est GG à Pop sur ce coup d'avoir vu les Suns. Mais sinon, c'est tout le monde les voyait. Bon, ils ont fait une belle bulle. Ils peuvent éventuellement combattre pour les playoffs. Mais au top de la conférence, jamais de la vie. Même de la ligue, puisque là, les deux premiers sont au top de la ligue. Oui. Donc on les voyait bien 5, 6, 7, 8 éventuellement, mais en effet c'est pareil, c'est pas lourd ceux qui ont parié sur deuxième à l'ouest avec une réelle possibilité de faire 1. C'est C'est ça. clair qu'il fallait être éclairé. Hein. Il est crottant, hein, regardez-le. Troll. Il met ses petites pièces. On va rappeler à tout le monde qu'il a mis Houston 5ème, les Wolves 9ème, je crois que c'était les Lakers premiers, voilà. Ouais, les Lakers ça aurait été dans les premiers s'il n'y avait pas Oui, eu tellement de blessures. Les Lakers, Ouais, on va excuser les Lakers. Par contre, Houston et les Wolves, inexcusables. Ah, avant le trade d'Arden, quand même. Ouais, bah les Wolves, c'était avant le trade de qui? Ça, Ouais. je crois que je me suis trompé en écrivant. Non, allez, il y a eu beaucoup de blessures, on peut Ah, si vous t'excuser. voulez Vous voulez mettre mettre 19? quoi Wizards, ils sont pas dans la même conférence. Ouais. Là, j'écris vachement mal. Euh, moi, j'aimerais rajouter en mention James Borrego à Charlotte quand même. Parce que, bon, certes, la Melo Ball est arrivée, mais ils ont fait une très belle saison avec pourtant pas mal de blessés. Graham a loupé pas mal de matchs, Rosier a loupé pas mal de matchs, Hayward surtout a loupé toute la fin de saison là. Et même la Melo a loupé pas mal de matchs. Bon, je crois qu'ils ont tous loupé des matchs. Même PJ Washington, j'ai en tête qu'il a raté quelques rencontres. Voilà, James Borrego, je trouve que déjà l'an passé, ça jouait. C'était marrant à voir jouer déjà Charlotte l'an passé. Et bah, cette année, donc là, ils sont en train de se battre pour leur spot du play-in. Voilà, petite mention de James Borrego. Si vous avez des mentions, vous aussi, les gars. Ouais, moi j'ai une mention. C'est un coach qui a 68% de victoire. Et il y en a peu. Mais son gros problème, c'est qu'il a joué une demi-saison. C'est Nate McMillan à Atlanta qui est en 26-12, à l'heure où je parle. Et 26-12, c'est un bilan quand même pas anodin. C'est un pourcentage de victoire que 3 équipes ont atteint cette saison seulement. Alors qu'il reprenait les cendres de Lloyd Pierce, un autre génie tactique, avec Atlanta 10e place. Maintenant, il se bat pour l'avantage du terrain. Lloyd Pierce, je suis pas sûr que son problème était tant tactique que de Je pas pense qu'il y en avait s'entendre avec sa beaucoup. star. C'est un très bon Ni l'un ni assistant. l'autre. On va dire ça comme ça. Ouais, Comme Ned Bjorkgren. il y a eu pas mal de problèmes aux Hawks. Ça, la vague.
Il y a pas mal de problèmes, Collins, Trae Young en plus. La relation sent pas le bonheur hein, quand même entre les deux. Macmillan, ouais, bonne mention. C'est vrai qu'il a repris des Hawks un peu en perdition, qui avaient bien commencé la saison, puis qui se sont crachés, mais total. Il a bien remonté le groupe, qui avait le après entre guillemets le truc c'est que c'est le groupe a le talent d'être à cette place là quoi. Disons que faut voir la gueule du calendrier sur le 26-12 parce que c'est vrai que j'ai pas spécialement fait attention, mais c'est un groupe qui avait le talent pour être dans le top 4 de l'Est, en tout cas de jouer pas loin du top 4, et je pense que j'ai plus les promos d'avant-saison en tête, mais bon ça devait tourner entre 5 et 8 je pense au moins. Oui, bah, c'est ce qui était plus ou Même moins un peu plus haut. attendu. Un C'est peu pour plus ça haut. qu'il est moins nominé, je pense. C'est vrai que c'est quand même une belle série, mais voilà, il y en a un effectif de qualité, c'est pas les Knicks. Oui, puis mais Macmillan il a le problème de se prendre 4-0 en playoff tous les ans, ça entache un peu sa réputation. Alors qu'il Ah, aurait dû déjà, il faire va en 4 ans, PO, c'est pas le cas de tous les coachs. Hein. Oui, c'est vrai, déjà il va en PO. Mais ça oui, j'étais entendu Doc, mais oui, c'est peut-être quelques personnes qui l'ont mis plus haut, les Hawks aussi. C'est là. Moi, je les ai vus dans le même range que les Sixers en début de saison, enfin milieu de la conf quoi. Ouais, après les Sixers ont pas mal surpris. Et après, je dis pas que ça n'a pas surpris, mais Ouais. eux, enfin, si les Sixers ont surpris, eux, ils ont aussi pas mal déçu, faut pas trop l'oublier non plus. Ouais. Bon, coach de l'année, donc ce sera pour le podcast. C'est pour le podcast Monty Williams ou Thibodeau, on va dire à égalité. Et ça se trouve, ce sera Quinn Snyder dans la vraie vie, hein, on verra. Pas surpris en tout cas. Je ne serais pas surpris non plus. C'est souvent donné quand même au coach de la meilleure équipe, donc en soi, ce serait pas surprenant. Voilà. On va passer à un troisième trophée, le Most Improved Player, la progression de l'année. Je pense pas qu'il y ait de grand débat non plus, mais on va voir. Les candidats. Julius Randle, Jeremy Grant, Christian Wood, on peut mentionner Jaylen Brown, Zach LaVine quand même, Zion Williamson peut-être, voilà, peut-être les plus gros noms du trophée. Je vais te donner maintenant la main à Réa qui est ton Most Improved Player. Alors, j'ai beau être supporter de Chicago, je vais dire Randle, sans hésitation. Julius Randle sans hésitation. Quelqu'un a-t-il un autre nom sur son papier? Du tout. Du tout. Bon, voilà, je pense aussi que moi aussi hein, j'ai Julius Randle et je pense que dans la vraie vie il l'aura. Ce sera lui qui l'obtiendra aussi. Je vais pas dire par défaut parce que c'est méchant et c'est pas vrai. Mais entre Christian Wood qui s'est blessé, Jeremy Grant qui a loupé pas mal de matchs et qui joue dans une équipe moisie, la concurrence au fil de la saison, elle s'est tassée. Et ben, le seul qui a pas été trop blessé, encore qu'il a été un peu blessé sur la fin, c'est LaVine. Mais LaVine partait beaucoup plus haut que lui. Donc, ouais. Et Jaylen Brown aussi qui partait, qui faisait vraiment une belle saison, mais il partait de plus haut. Boston a été nul et bon. Pour moi, Brown et LaVine, c'est presque des progressions naturelles en fait. Ouais, c'est vrai qu'on était plus dans la progression naturelle, voilà. Pour moi, c'est quand même un peu exagéré de dire ça de Brown, parce qu'il passe quand même de 20 à 25 points. C'est important. C'est pas le même step que 15 à 20 points quand même. Beaucoup plus compliqué à faire, surtout dans une équipe où il y a déjà un gros alpha avec. Ouais, il fait un gros step up quand même, Brown. On va pas non plus tout diminuer entièrement. C'est vrai qu'il fait un beau step up. Il passe première fois All-Star. Mais le problème c'est, alors ils ont beau avoir un bilan similaire, le problème c'est que Boston ça a déçu quoi. Là ça joue contre lui, puis même là la fin de saison il est blessé malheureusement. Bon, trop de déception chez Boston. Donc voilà, Julius Randle, la belle histoire d'Enix qui passe un peu par lui aussi quoi. Après, sur Randall, pour moi, c'est pas tant les stats, parce que j'ai jamais eu de doute sur sa capacité à faire des stats, c'est juste qu'il fait gagner aujourd'hui. C'est ça qui fait vraiment le MIP pour moi. Il fait gagner, il joue pour l'équipe, et ça change tout. Parce qu'avant, c'était un. Bah, tu vois, on parlait de Clarkson qui est un trou noir. Pour en avoir discuté avec pas mal de fans d'Enix du forum, qui ont vu plus de matchs que moi, clairement. Je disais, ouais, mais Randall, tu lui passes la balle, tu la revois jamais. Ah bah il y en a pas mal qui voulaient plus le revoir de toute façon cette année à la base. Hein. Ah bah oui, il y a qu'à demander à Zach. Hein. Ah oui, il y en a plusieurs. Ah non, il a fait impressionnant son changement d'attitude dans le jeu. Ça, c'est tellement rare que justement, pour moi, ça doit être souligné. Tu as raison de le souligner, clairement. Tu as raison de le souligner. Le dernier MIP que j'ai vu comme ça, après il partait de moins loin, c'est Paul George quand il est MIP. C'est vraiment, tu vois un gars qui émerge dans les stats, mais surtout qui devient un franchise player. Ouais, je suis bien d'accord moi aussi. Voilà.
pas trop de débat sur le MIP, Julius Randle, qui l'obtiendra, je pense, IRL aussi. Bravo à lui. Enfin, bravo en avance. Eh bien, il nous reste 2 trophées, je crois, si je compte bien. Oui, 2 trophées. Ouais. Le plus intéressant, on se le garde pour la fin, bien évidemment. On va passer à... Bah, en plus, j'ai gardé les 2 duels à 2, hein, concrètement. Puisque là, rookie de l'année, la question, est-ce que ce sera LaMelo Ball ou est-ce que ce sera Anthony Edwards? Doc, tu as qui sur ton petit papier? LaMelo. Tu as LaMelo Ball. Pop, tu es parti sur... LaMelo aussi. LaMelo. Alors moi, je le dis tout de suite, je suis parti sur Anthony Edwards. Réa, tu es parti sur... Anthony Edwards, mais je pense que la NBA le donnera à LaMelo. J'ai pas trop de doute sur le fait que la NBA le donnera à LaMelo Ball, honnêtement, parce que entre Charlotte, les stats, l'aura du joueur déjà, hein, qui voilà, il a beau jouer à Charlotte, on ne parle quand même quasiment que de lui toutes les semaines. Même la NBA de toute façon push hein, pour mettre LaMelo Ball en avant. Hein, le mec il fait une passe dans le dos, c'est top 10 highlight de la nuit. Hein. Voilà. Oh, tu me diras, Edwards, dès qu'il met un dunk, c'est top 3 highlight toutes les autres. Oui, bah, il met des dunks bien sales en même temps, il les mérite. Ah oui, mais il a mis quelques beaux tomards, c'est clair. Voilà. Et ben on est encore sur un 2-2. Alors, moi je vais te donner mon point de vue. J'ai en profité pour en parler en premier. Donc j'ai pas mal hésité forcément entre les deux. Parce que LaMelo Ball avait le bilan pour lui. Les stats, je pense, c'est kiff-kiff. Alors, au final, le problème, c'est les matchs qu'il a loupés. LaMelo, il commence longtemps sur le banc. Il joue quasiment la moitié de sa saison sur le banc. Là, il est blessé sur la fin. Il a loupé quand même une petite vingtaine de matchs, hein, au bas mot. Petite vingtaine de matchs. Moi, je pensais même qu'il reviendrait pas, tu vois. Je crois qu'à la base, il n'était pas spécialement prévu pour revenir. Ça allait se jouer à pas grand-chose. Moi, j'ai bien aimé la montée en puissance d'Edwards au fil de la saison. Voilà. Il commence vraiment pas bien les 2 premiers mois, comme beaucoup de guards. Hein. Sans dire que c'est le même, il me rappelle un peu Mitchell, qui avait commencé pareil, avec des pourcents désastreux, parce que petit guard athlétique qui a besoin de se faire au rythme, au jeu, etc. Et là, depuis fin janvier, on va dire All-Star Break, de mi-janvier à peu près, bon, c'est quoi, 25 points par match? Hein? Ça fait que monter depuis. Ouais, c'est quoi? C'est quasiment du 25 points par match, à des pourcents quand même relativement corrects, du rebond, de la passe, du si. Bon, moi j'ai été impressionné par sa montée en puissance. Et certes, le bilan ne joue pas nécessairement pour lui, même si c'est que le rookie de l'année, qu'en général on s'en fout. Mais comme Labello a un bon bilan, c'est voilà. Mais quand lui, Towns, Russell sont en bonne santé, bah, les résultats sont quand même pas mauvais. Et on le voit quand même depuis maintenant qu'ils sont tous à peu près en bonne santé depuis une dizaine de matchs. Les résultats sont vraiment pas mauvais. Ça joue pas trop mal au basket. Voilà. C'était serré, hein. J'ai choisi Edwards, mais c'était serré pour moi. Mais voilà, moi j'ai choisi Anthony Edwards. En bonne santé, qu'ils ont un bon coach. Enfin, un bon coach. Bon coach, je sais pas, mais meilleur que l'ancien, ça c'est pas dit. Ça c'est pas dur. Est-ce que Pop, tu veux défendre ton cas sur LaMelo Ball? Ouais, je veux bien, ouais. Je t'en prie. Alors déjà, en premier lieu, le vrai défaut de ces Ball, c'est les matchs manqués. Il a loupé quasiment un match. C'est quand même un gros défaut dans un dossier de jouer 60. C'est lourd, quoi. Ah bah il en joue 50, joueur, hein, je crois carrément. Hein, c'est ça. Voilà. Sur 70, au final, c'est pas 82 non plus. Oui, c'est pas catastrophique. Mais voilà, au bas mot, c'est 20 matchs loupés, je pense, 20-21 dans à peu près. Ouais, et surtout, Ball, le manque qu'il a au niveau du scoring par rapport à Edwards, il est largement comblé sur le jeu et dans l'impact au rebond, même si c'est moindre. Et d'ailleurs, il joue aussi moins de minutes, donc au final, son nombre de points par tir est sensiblement le même, voire supérieur. Ok, j'entends les arguments. Doc, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, c'est là-dessus, je pourrais rajouter, mais en fait, c'est une nouveauté pour personne. C'est LaMelo est quelqu'un de très clivant. Moi-même, j'avais pas mal de doutes sur lui. Et en fait, il y a eu les premiers matchs. Je me suis fait, eh merde, ça va être un flop. Et très vite, il s'est ajusté. Il s'est vraiment ajusté et tu te fais. Et là, en fait aujourd'hui, il aura pas forcément les meilleurs pourcentages et tout, mais je sais qu'il aura sa place dans la ligue. Donc ça, Edward, j'ai jamais eu de doute là-dessus. Tu sais que le gars, il est tellement athlétique, il aura forcément sa place à un moment, même dans un rôle de 6e homme pour mettre ses 10 points quand il sort du banc. LaMelo, il y avait vraiment ce truc de est-ce qu'il sera assez valuable pour être sur un parquet? Et là, je pense qu'il a fermé toutes les bouches là-dessus. Effectivement, je suis pas un perso. J'étais sans être un grand fan de LaMelo, je dois pas dire confiant, mais moi j'ai arrivé à la draft, je pensais qu'il allait avoir une bonne carrière quand même. C'est vrai qu'il y a eu
C'est vrai qu'il est très clivant, hein, le bashing avant draft et son premier match à 0 points. Ça a rajouté de l'huile sur le feu. Réa, veux-tu m'aider pour défendre notre ami Anthony Edwards? Bon, tu as donné les mêmes arguments que moi, donc je vois pas trop quoi rajouter. Ok. Je te dis. Ok, bon, de toute façon, ça va être un. On sait que la course se réduit à eux deux, hein. Il y avait Tyrese Haliburton qui avait chatouillé un petit peu par moment, mais la fin de saison est un peu au bout de boudin malheureusement, puis bloqué à Sacramento, on peut pas dire. Après, dans tous les cas, que ce soit Lamelo ou Edwards, ça fera un beau Rookie of the Year, donc Oui, je pense que ça ce fait sera un scandale ni dans un sens ni dans l'autre. Oui, je pense que ça fait un beau qu'il l'est. À savoir que, ouais, clairement, si la Mélo joue 70 matchs, pour moi, il n'y a pas de débat, hein. Je pense qu'il est mon rookie de l'AD. Bon. Pareil. Les 20 matchs font un petit peu pencher, voilà. Je trouve que ça reste un chiffre qui commence à être conséquent. Et voilà, Edwards a été très fort depuis quelques temps. À l'inverse, effectivement, la Mélo, beaucoup plus impactant. Et puis collectivement, Charlotte qui produit quand même des beaux résultats, il n'y est pas étranger, on va pas se mentir. Donc, ok. Bon, bah, co-vainqueur encore pour le podcast, hein. Ce serait beau que ce soit pareil dans la vraie vie. Mais donc, je sais plus c'est quoi la date des Awards, mais on verra Après bien. les playoffs maintenant, je crois. Oui, sûrement. Oui, parce qu'ils font une cérémonie, donc ce sera après. Ouais, le truc. C'était tellement mieux quand c'était pendant les playoffs. C'était tellement mieux pendant, mais bon, écoute, ça évitera à certains de recevoir un trophée de MVP au premier tour et de se faire sortir. Coucou dire. Ils Voilà. le recevront quand même alors qu'ils se sont fait sortir. Ouais, mais ça la fout. Ça la fout un peu plus mal, genre dire que. ça la fout un peu plus mal. Faut Bon, pas bah. le donner à un loser. Hein? Faut pas le donner à un loser, c'est Oui, il faut pas le donner à un grand loser comme Dirk, évidemment. Exactement. Et ben en parlant de grand loser, du coup, bah, on arrive au trophée de MVP, The trophée de la saison. On avait fait une vidéo du coup il y a maintenant 2 mois, je pense, où on s'est dit putain, la course elle est géniale. Alors sans dire qu'elle a été nulle à chier sur la fin, on a quand même perdu pas mal de candidats en route. Parce que James Harden à l'infirmerie, LeBron James à l'infirmerie, Curry il a fait un petit passage à l'infirmerie, Lillard, l'équipe elle a un peu plongé, bref, patati patata. Il ne lui a resté que 2 candidats, Nikola Jokic et Joel Embiid. Qui veut prendre... qui veut prendre la parole pour me donner son MVP? Et je vais la prendre, Jokic. Le Joker, Réa. Il fait quasiment tous les matchs. Il est quasiment triple-double. Il est hyper valuable. Là, tu l'enlèves à Denver. Denver n'est même pas au play-in dans l'état actuel des choses. Pour moi, c'est vraiment la définition d'un MVP. Alors, est-ce que ça suffira pour aller en finale ou au titre? J'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que quand je mets Bean et tomber sur un match des Nuggets, ça va être régalade à chaque fois, quoi. Ok. Pop, tu as voté pour... Giannis. Tu as voté pour Yanis. C'est vrai que tu vois, entre guillemets, il a tellement banalisé ses perfs que je l'ai même pas mentionné, alors que c'est vrai qu'on en avait parlé déjà un peu dans la vidéo. Yanis MVP, bah, je t'en prie, explique-nous pourquoi Yanis triple MVP. Bah, à nouveau, j'utiliserai un peu le même argument de Ball. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la ligue cette année. Hormis Harden, mais du coup, c'est visible, heureusement. C'est le meilleur joueur de la ligue. Il a un impact des deux côtés du terrain, pour moi, plus intéressant qu'Embiid. Parce que dans le sens de la polyvalence défensive, encore une fois, ça fait plusieurs fois que tu utilises cet argument, mais il peut quand même défendre sur tous les postes, à mon sens, au combo. Ensuite, très bonne équipe. Ça, c'est vrai pour tous les concurrents, mais à mon sens, c'est plus vrai que pour Denver. Parce que il subit quand même la blessure d'Holiday, qui est le deuxième en bis avec Middleton, et tu as une profondeur de banc qui s'est plutôt affaiblie. Quand même. Là, le banc cette année, c'est Portis, Winford, c'est en faible. Et donc, pour moi, il arrive à performer dans un très surcoté général. Et lui, son niveau de joueur, pour moi, il est assez sous-évalué. Et année après année, il monte une super saison et que c'est toujours un super joueur. Ok. Alors, petite correction. Je me trompais, mais Drew Holiday, c'était Covid. Je me souviens pas qu'il était blessé. Il a été blessé aussi? Il a manqué des matchs. En tout cas, Il a manqué pas mal de matchs, mais je sais plus. il me semble qu'il avait eu le Covid ou alors il était bloqué dans le protocole et il avait loupé beaucoup de matchs à un moment début mi-saison. Je crois que c'était juste le Covid, pas une blessure. Mais d'accord, Yanis du côté de Pop. Doc, vas-tu voter Joel Embiid? Justement, je vais surprendre, mais non, pour le coup, quand on avait fait le podcast il y a quelques semaines,
Ça expliquait pourquoi Embiid, pour moi, parce qu'il dominait, il avait les stats et surtout il avait les performances marquantes. Son nombre de matchs manqués, pour moi, c'est pas un critère qui fait qu'il n'est pas éligible. C'est, là-dessus, je m'en fous. Mais c'est juste, depuis son retour de blessure, en fait, il y a eu beaucoup de blowout des Sixers. Embiid qui est souvent pas loin des 30 points en 3 quarts-temps, des trucs comme ça, mais qui est moins visible, on va dire. Alors qu'à côté de ça, Jokic. Ah oui, j'avais pas dit que c'est Jokic pour MVP. À côté de ça, Jokic, lui, a tout simplement fini la saison en boulet de canon. Puis je pense aussi que Embiid, c'est pas ce MVP là qu'il attend d'ici la fin. Euh, Depuis le premier tour. Ouais, on verra. Bah, je crois que je fais un carton plein avec Réa parce que bah, j'ai Jokic aussi. Je crois qu'on a voté partout pareil. Voilà, moi j'ai Jokic aussi. Justement, quand Pop parlait de la journée qui avait loupé des matchs, ben aux Nuggets, il y a un certain Jamal Murray qui, lui, pour le coup, est assez clairement le numéro 2 des Nuggets, qui n'est plus là depuis quelques temps. Et Et ça n'a pas du tout freiné. ça a pas du tout freiné, c'est limite, ils ont pas augmenté le rythme. Parce que la série de victoires qui tape pendant ce temps-là, ou après, ou derrière, je sais plus, mais elle est monstrueuse. Et autant, voilà, quand on a fait le podcast, j'avoue que je balançais pas mal aussi entre Jokic, entre Embiid, peut-être LeBron qui était dans la course, voilà, beaucoup de candidats. Autant là, je pense que dans mon esprit, quand je suis arrivé devant ma feuille, j'ai vu MVP, j'ai dit bon, cette année, franchement c'est Jokic les gars. Il est trop fort. Ce qu'il fait sans Murray, c'est incroyable. Et ben, au fond, je vois pas d'argument qui va contre lui parce que euh, les bilans, là, ils sont à 47-24. Donc les bilans devant lui, c'est le Jazz et les Suns qui n'ont pas de MVP dans leur rang, je pense qu'on est d'accord. Et c'est égalité avec les Clippers, les Nets, avec juste les Sixers à une petite victoire devant. En attendant les résultats de cette nuit, bien évidemment. Mais bon, les bilans sont similaires. Donc la différence se fait qu'à l'individuel. Les Nets, c'est cuit, trop de blessures. Les Bucks, moi le problème que j'ai avec Giannis, c'est juste quand même la déception par rapport à l'an passé. Le niveau de l'équipe, même s'il monte en puissance depuis quelques matchs, etc. Jokic, il a été vraiment régulier toute l'année, monstrueux toute l'année. Giannis et les Bucks, ça a quand même pas très bien démarré. Au final, le pourcentage de victoires cette année par rapport à l'an passé, il y a quand même un gros gap. Et entre guillemets, s'il joue aussi contre lui, c'est on va parler peut-être d'un triple MVP de suite. Et pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas mérité cette année. En tout cas, ça le être plus pas. au-dessus de la mêlée. Il est pas très au-dessus de la mêlée. Ça, et j'entends, mais voilà. je comptais pas cet argument-là dans mon. Par contre, tu dis les Bucks ont mal démarré la saison, les Nuggets c'était crado aussi. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Mais disons que les attentes étaient, on va dire, du coup, les attentes étaient pas les mêmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'au précédent podcast, on en avait parlé. On disait, Jokic, mais si ça reste là, on peut pas avec le bilan qu'ils ont. C'est vrai qu'ils étaient 6 ou 7ème, je crois, quand on l'avait fait, hein, le podcast. Je crois que c'est 6 ou 7ème. 6ème, je crois. Ouais, bah voilà, quand on parlait de fin de boulet de canon, on est sur du 3ème, 4ème sans débat, là. Hein, c'est fou. Par contre, je pense que ça ira pas au titre, mais. Non, sans Jamal Murray, je ne pense pas non plus. Voilà, Ça me paraît trop. C'est trop court. Ça me paraît trop lourd aussi, mais. Il pèse pas si lourd que ça, hein, l'effectif de Denver, sans dire que c'est des gros nuls. Franchement, Jamal Murray en moins, à côté, tu joues avec quoi? Bon, c'est Michael Porter Jr. qui est quand même encore très, très jeune, et quoi, Aaron Gordon, ton numéro 3. C'est des bons joueurs, hein, mais bon, c'est pas le grand effectif. Et bon, il le gagne pas par défaut parce qu'il est très fort, mais la concurrence, elle s'est tassée d'elle-même au final. Entre les blessures, entre les performances, j'ai l'impression que c'est tassé d'elle-même. À la fin, il reste que Joel Embiid. Et bon, voilà. Moi, je pense que Jokic, est au-dessus. Ouais, après, c'est le biais qu'on accorde à l'effectif des Bucks, très faible en dehors de Giannis. C'est pas l'avis le plus partagé, mais moi je le trouve faible. Bah, il n'est pas incroyable leur effectif, mais perso, j'ai une bonne estime quand même de Jrue, même s'il loupé des matchs, de Middleton, de Brook Lopez, même Portis en sortie de banc, c'est pas mal. Forbes, c'est quand même un bon sniper. Sans dire que c'est pas incroyable non plus. Franchement, on est d'accord, c'est pas incroyable. Maintenant, est-ce que c'est moins bon que celui des Nuggets? Franchement. À la décharge des Bucks, il y a deux choses à prendre en compte. D'une, que l'effectif a pas mal changé par rapport à l'an dernier, ce qui est beaucoup moins le cas Nuggets. Donc il a fallu le temps de trouver les automatismes. Ce qui explique le début de saison pas fifou. Et encore une fois, l'effectif a beaucoup changé. Et comme on est autant dans une saison normale, t'as quand même la pré-saison qui permet de préchauffer un petit peu.
Mais et puis après, tu arrives à caser plus d'entraînements, tu cases des entraînements la saison. Là, la saison elle était très particulière avec le Covid, ce qui fait elle est pas du tout sur le même format habituel. Tu as moins d'entraînement, ou tout du moins moins d'entraînement avec tout le monde, comme tu veux à la salle. Donc ça n'aide pas à créer ou recréer un jeu collectif qui n'était pas déjà là. Tu vois, contrairement au jazz, le jazz c'était déjà là, il y a rien eu à changer quasiment. Là, au Bucks, il a vraiment fallu recréer le fond de jeu, et comme c'est une équipe très collective, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu pas mal de ratés toute la saison. Je les vois moins forts que l'an dernier quand même, mais c'est à mettre à leur décharge. Ils ont changé leur style de jeu aussi. Yanis et Bud l'ont avoué eux-mêmes, ils ont changé aussi la manière avec laquelle ils jouent. Selon qui remonte la balle, plus de Yanis poste haut, un peu plus impliqué à la LeBron, on va dire, dans ses touches. Ils ont changé leur système de jeu aussi. C'est vrai que ça. C'est pareil, c'est pas facile C'est vrai que ça joue c'est contre pas eux. facile à faire, surtout dans une saison comme ça. Ça joue contre eux. Quelque chose à rajouter, Doc? Non, Non, tu sais bon. Donc après, dans les autres candidats dont on ne parle pas forcément, des petites mentions, voilà. Bon, Kawhi aux Clippers quand même. Il fera sur peut-être un top 5. Pas dire qu'il avance dans l'ombre, hein, mais bon, les Clippers sont quatrième, c'est le patron de l'équipe. Il a joué pas mal de matchs cette année, hein, mine de rien. Il n'en a pas non plus loupé tant que ça. Mais bon, ça reste les Clippers. Personne n'aime les Clippers, donc on s'en fout. Pour le Lillard Eco Plus aussi, peut-être. Et notre... Attends, j'y arrive, Kate. D'abord... Surtout que le match vient de commencer, donc tu vas peut-être nous entendre sortir un match à 45 points. D'abord un petit Chris Paul, le vrai MVP, tout le monde le sait. Voilà, On va dire ça. Ouais, bon, petite mention pour Chris Paul quand même, parce que voilà, partout où il passe, l'équipe devient bonne, hein, quasiment. Ça reste un putain de meneur de jeu. Ça reste un putain de meneur de jeu, voilà. Il sera pas MVP, il sera peut-être top 10, hein, je pense qu'il peut gratter un top 10. On va juste éviter de rentrer dans le débat, sinon on va passer 3 heures avec Pop à s'engueuler. Alors, on va y passer du temps, Non, c'est pas du clair. Moi, je suis pas partisan de Paul très haut d'ailleurs, hein. Non? Non, parce que je pense que c'est un peu un manque de respect pour Booker, qui n'est pas clairement le numéro 2 de cette équipe, au contraire même. Et que mettre Chris Paul, c'est un peu mettre le succès de ses Suns à son crédit, alors que c'est pas entièrement de son fait, et loin de là. Ça s'entend. Tu vois, pour moi, les Suns, t'as Booker qui est clairement l'option numéro 1, qui est le meilleur joueur de la team en termes de points marqués, de danger qu'il apporte, Et je vois Paul dans une espèce de floor général, Ouais. un peu à la Isaiah Thomas, celui des Pistons, hein, pas celui de Celtics. Le vrai. Voilà, le vrai. Et quelque part, ils sont tous les deux numéro 1 en fait pour moi. Il apporte une stabilité, je pense, à un groupe relativement jeune quand même, hein, on va pas se mentir. Il apporte une stabilité et un niveau de jeu régulier, ce qui leur manquait sûrement. Parce que ça reste des jeunes. Ça, et il a apporté une troisième chose. Je crois que c'est Bastien sur Trash Talk qui disait, ou Alex, je sais plus, en début de saison, que tu vois Chris Paul qui signe au Suns. Tu dis, ah, putain, ça va être bien saoulant ça. Ouais, il cherche un genre. Oh, bah tiens, je vais y aller. S'il n'y a pas Chris Paul au Suns, il n'y a peut-être pas de Jack Crowder, Oui, par exemple. c'est possible, oui. C'est possible. Une aura de joueurs pour attirer. Non, mais il apporte plein de choses, c'est sûr. Que ce soit dans le jeu ou même du leadership en général, hein. Je pense que Chris Paul, c'est un bon leader. Vu comment ses équipes jouent. C'est un bon leader, le genre de joueur que t'aimes bien avoir dans ton équipe, mais que t'aimes pas avoir en face, hein, comme souvent. Et apparemment, Harden, on n'avait pas envie dans son équipe. Oui, il prenait sûrement trop de place, mais Harden, apparemment, il a un peu de mal avec les joueurs qui prennent de la place, hein, quand même. Le Kyrie Durant, on verra combien de temps ça tiendra, hein. Ouais, non, bon, c'était pour troller. Puis après, voilà, il y a aussi Chris Paul a son caractère qui doit pas matcher avec tous les caractères. Oh bah c'est une grande gueule. Je pense qu'il n'y a pas d'autre que celui-là, c'est une grande gueule. Voilà, Tout le monde avec lui. Tout le monde n'aime pas les grandes gueules. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de doute quand il le voit sur le parquet déjà. Bon, enfin voilà, donc oui, petite mention à notre Lillard Eco Plus de Golden State qui fait une grande saison lui aussi, et notre vrai Lillard également, qui a baissé de régime, hein, enfin avec Portland en général. Enfin, qui revient bien pour finir la saison, mais qui a baissé de régime quand même entre deux. Voilà, je pense pas avoir oublié quelqu'un dans le MVP. J'avais pas. Sexton. Non, Colin Sexton, c'est la poubelle, n'en parlons pas.
Ouais, il y a Doncic qu'on n'a pas cité, Ah mais oui, on n'a pas cité Doncic, oui, effectivement, qui sera dans le top 10 aussi parce que statistiquement il est monstrueux. voire même dans le top 5. D'ailleurs, Westbrook, je pense, peut gratter une place dans le top 10 aussi parce que les Wizards font une très belle fin de Ouais, il saison de et magnifiques remontées. Ouais. magnifique Mm. remontée et il n'y est pas étranger malgré tout l'amour que nous lui portons ici à 4. Superbe joueur. Ah, ça, dans les joueurs clivants, on fera pas mieux, mais il faudra lui reconnaître que, mine de rien, Westbrook c'est toujours pareil. En début de saison, il est con comme un balai, il joue pas comme il faut, mais alors au bout de quelques mois, je sais pas si c'est le coach qui le met comme il faut, mais il se met à bien jouer, à faire tout ce qu'il faut, et ça clique. Et ça clique bien. Il a joué Ah, bah, blessé un aussi, discours. je crois. Il reboot son cerveau à chaque intersaison, c'est ça que t'es en train de dire? Bah, c'est- franchement, à chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle équipe, tu te rends compte que il joue pas comme il faut, genre il joue un peu vraiment comme il veut. Je sais pas dire exactement, mais ça colle pas. Et il change totalement, drastiquement de style de jeu, comme quand à Houston il avait arrêté de prendre des 3 points, on lui avait ouvert la raquette avec Capella qui a été tradé. Même là, à Washington, il drive beaucoup plus depuis quelques temps, il shoot beaucoup Ah, moins. est-ce que ce serait Et pas tout bêtement que quand il arrive dans une franchise, le coach lui dit vas-y, joue ton jeu, que pour bah, lui, c'est ça son jeu, c'est ce que je et me dis. qu'après, il y a un ajustement qui est fait avec le coach. Bah, c'est ce que je me dis. Je pense qu'il arrive en roue libre et qu'il fait ce qu'il veut, et au bout d'un moment, il se fait cadrer, et d'un coup, ça marche. Là, je suis pas d'accord par contre. Pour moi, c'est un joueur, ça en dehors du parquet, tout le monde le sait, c'est un gars hyper généreux et tout. Ouais. Et quand il arrive, c'est Ouais. plutôt que de s'imposer, c'est vraiment arriver sur la pointe des pieds. Et donc il va se dire, bah tiens, je vais prendre des trois. Bon, après, il est con, mais je vais prendre des 3 points pour aider l'équipe, alors que c'est pas comme ça qu'il va l'aider, des choses comme ça. Quand on lui dit, bah non, c'est bon, prends la balle, prends tes rebonds, mets toute ton énergie, on s'adapte autour, là, il explose à nouveau. C'est possible. Non, en vrai, c'est possible. En tout cas, il finit Oui, toujours oui bien. et non, Doc, parce que euh, au Thunder, justement, au Thunder, il continue à prendre des 3 points. Je pense que ça, alors, au Thunder, à mon avis, aussi le plan de jeu, c'était fais ce que tu veux. Et que c'est une question, ouais. Je dis pas que ma théorie est la bonne, mais qu'il doit y avoir aussi de l'adaptation du plan de jeu qui est pas forcément s'adapter à ce que lui fait, mais lui demander de mettre en avant certaines de ses qualités plutôt que d'autres. Après, oui, par contre, dans tous les cas, c'est peut-être pas le plus beau MVP qu'il y ait eu en NBA, mais voilà, avec ce mec-là, tu parles à la guerre. Voilà. On a fait un peu le tour de nos mentions. Nikola Jokic, MVP du podcast, pour le podcast, et ben, potentiellement, je pense qu'il sera MVP perso. Je pense que ce sera le MVP de la ligue, mais la réponse sera dans quelques mois. En fait, malheureusement, ça risque de prendre du temps. Je sais pas, dans un mois et demi, je pense. La cérémonie doit être fin juin, après les finales. Ça va être après les playoffs, je pense. Ouais, donc fin juin, je pense, doit être ça. Bon, on verra bien. On verra bien. Eh bien voilà, c'est tout pour nos awards et pour ce podcast. On espère que vous avez passé une bonne saison NBA et que vous êtes d'accord avec nos avis, nos choix. Déjà, on n'est pas tous d'accord entre nous. Dites-nous qui sont vos récipients de trophées, et qui est votre rookie de l'année surtout, ou qui est votre MVP. Je pense que l'MVP, c'est là où on aura le plus de débat. Et alors, je vous déroule de suite la suite du programme. Les play-in commencent dans 2 jours, donc on va essayer de vite sortir une petite vidéo play-in quand les matchs de cette nuit seront terminés. Voilà, pour donner l'état des confrontations et qui sortira du play-in et qui ne sortira pas. Et ensuite, c'est le début des playoffs, donc des vidéos plus courtes sur chaque série de playoffs. Je peux pas vous donner une estimation déjà de la durée, mais on va clairement sur un format peut-être plutôt de 15-20 minutes. Voilà. On va discuter de chaque série de playoffs à chaque tour. Et on va essayer de tout sortir, bien évidemment, pour le début des playoffs, ce qui fait que le calendrier est très chargé pour les prochains jours. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Qu'il va falloir qu'on aille se prendre quelques cafés avant d'attaquer la suite. Hein. Ouais. Eh oui, Vidéo play-in à 6h demain. Ah là, il y a du Ah bah boulot. prépare le thermos. Hein. Et c'est sûr, surtout. Voilà. Bonne fin de saison à tous. Et à la prochaine. Au revoir. Salut.